tu scrolles les morceaux, là. Il y en a des morceaux, là. Fait que, tu sais, à cause qu'il faut que tu scrolles, ben c'est long. Est-ce que les gens vont emporter leur gros laptop à 2-3 000 $ pour une game casual? Ça a l'air que c'est un objectif qu'ils se sont donné. Que ce soit le meilleur starter set de toute l'histoire des jeux. Donc c'est un jeu qui n'essaie pas de plaire à tous. Des fois j'ai l'impression que Donjon Dragon essaye d'être le seul jeu de rôle qui existe, qui convient à tous les styles de jeu. Je suis contre ça. En essayant de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Cette semaine, on parle d'ambiance musicale, de Dagger Art et de nouveautés chez Wizard of the Coast. Bon épisode. Bienvenue dans notre podcast d'actualité rouliste, le podcast le plus écouté par les roulistes qui ont de la vaisselle à faire. Je suis Flamme Beauregard et je suis en compagnie de mon co-animateur Ludo. Yes, moi-même. Qui aujourd'hui va répondre à sa promesse de la semaine passée et donc qui a testé pour nous le VTT 3D Sigil de Donjon Dragon qui est sorti sur D&D Beyond. Ludo? Ouais, j'ai essayé Sigil. Je dois avouer que c'était beau. C'était vraiment beau. J'ai pas eu le temps de tester tout. J'ai juste regardé un peu la carte qui montrait au début, un genre de taverne. Il y avait comme une aventure mélangée à la taverne. Il y avait comme 4 héros. J'ai regardé un peu comment créer des nouveaux bonhommes. Il y a beaucoup de bonhommes qui n'ont pas de couleur. Après ça, j'ai regardé comment créer un héros. Il y a beaucoup d'armures, de choix d'armes, etc. Des coiffures, puis tout. Donc, tu as eu l'occasion de tester le développeur de Mini, c'est ça? Oui. C'était très facile à utiliser. J'ai fait un combat. J'ai regardé les tours. J'ai mis un dragon dans l'auberge. Il était super beau. Les figurines n'ont pas d'animation. Il n'y a pas vraiment d'animation. C'est des bonhommes que tu déplaces, puis c'est ça. Le bestiaire était là au complet, mais pas tout en 3D. Il y en a que c'est des jetons, des genres de tokens. Oui, on en avait parlé. Ça s'enlève un petit peu quand t'as un dragon, mais t'as une lich en... Ouais, c'est ça. C'était un peu... Mais bon, je sais pas comment... j'ai trouvé quand même que c'était très beau. Mais la conception, donc là, tu nous as dit, j'ai mis des monstres, j'ai mis des personnages, j'ai fait un combat. Mais construire, est-ce que tu serais capable de construire une auberge comme ça facilement ou ils ont mis quelque chose qui en jette plein la vue, mais qui n'est pas possible à reproduire? Ben, ça serait possible à reproduire, mais c'est long. C'est ça qui arrive. Je trouve que ça fait penser à quand on crée une carte avec, mettons, les tuiles de Warlock ou de Dragonforge. Tu sais, c'est comme des petits morceaux de tuiles que tu places, puis etc. C'est juste que, mettons, quand tu fais du Warlock ou du Dwarvenforge, tu as tout ça en avant de toi, puis tu prends les morceaux, puis tu les mets. Tandis que là, il faut que tu scrolles les morceaux. Il y en a des morceaux. Là. Fait que, tu sais, à cause qu'il faut que tu scrolles, ben c'est long. Je trouve que c'est long. Mais, quelqu'un qui a bien du temps, je vois pas de problème. Puis ça m'a fait penser au jeu qui était sorti dans les années 2000, quelque chose, 2015, quelque chose même, qui était Sword Coast Legend, que tu pouvais... tu avais des cartes préfabriquées. Je pense que tu pouvais un peu aussi faire tes cartes, mais pas tant que ça. Puis tu avais des bonhommes de donjon, puis tu pouvais inviter tes amis à venir jouer avec toi, puis tu pouvais faire une quête, etc. Ça m'a fait penser un peu à ça. Sauf que Sword Coast Legends, c'était plus action. Ça, c'est moins action. Ça, on voit qu'ils ont essayé vraiment de faire comme une table de jeu. Fait que, en gros, c'est une table de jeu en 3 dimensions. Puis tu déplaces ton bonhomme. Puis quand tu cliques sur ton personnage, t'as ses stats puis tout. Vu que c'est lié avec D&D Beyond, ben, t'as toutes ces infos qui sont liées avec. Là. Ouais. En tout cas, je trouve que ça a du potentiel. C'est sûr que moi, j'ai quand même un bon ordinateur. Ouais. Est-ce que, avec une machine... Est-ce que les gens vont emporter leur gros laptop à 2-3 000 $ pour une game casual à jouer? T'sais, pour ceux qui sont à distance, qui ont leur grosse machine, d'accord.
Ben, pour ceux qui se voient en personne, ils vont tous ouvrir leur gros laptop que. Faudrait que je l'essaie, sincèrement. Mais je pense que ça a du potentiel. Sincèrement, je pense que pour certaines personnes, un certain public, ça va bien jouer, ça va bien faire ce qu'ils cherchent. Là. Je sais pas trop comment mieux le décrire. Mais on est loin de Dungeon Alchemist où est-ce qu'on peut dire je veux tel type de pièce, puis là, tu donnes à random déjà plein de choses, puis ensuite tu peux placer, tu sais, qui nous sauve un temps fou. Ça prend beaucoup de temps pour apprivoiser cet engin-là, mais ça a du potentiel. Rien n'empêche, peut-être plus tard. T'sais. Bien, écoute, si jamais il y a des développements de ce côté-là, tu nous en parleras. Je suis sûr que ça va intéresser plusieurs auditeurs. Tu parlais de comment ça te prenait de temps pour amadouer ce nouvel instrument-là, et ça me fait vraiment penser à ma propre recherche. Donc aujourd'hui, je voulais faire une chronique sur l'ambiance musicale et je regardais 2 options entre Pocket Bard et Syrinscape. Donc pourquoi j'ai fait cette recherche-là? C'est vraiment parce que je ne maîtrise pas la musique dans mes parties. C'est vraiment un aspect comme maître de jeu dans lequel je suis pourri. C'est rendu que dans une de mes parties, j'ai un de mes joueurs qui s'en occupe pour éviter d'avoir affaire à mon peu de talent dans la gestion de musique lors d'une partie. Et j'ai trébuché, je crois que c'était justement au Festival Draconis. J'ai vu l'équipe de Coup Critique, comment eux, ils mettaient leur musique. Donc, j'ai appris par Félix-Antoine Huard que lui utilisait Pocket Bard, que c'est incroyablement simple, mais je voulais avoir une bonne idée de dans quoi on s'embarquait quand on utilisait cette application-là, versus, je crois, l'application qui est la plus utilisée, qui s'appelle Syrinscape. Ouais. Peut-être que ça a des échos pour plusieurs personnes. Oui, parce que moi j'ai déjà utilisé les deux. Là. Mais mettons, si on fait un résumé rapide, là, ça ressemble à quoi les pour ou contre de chacune de ces options-là? Eh bien, pour Pocket Bard, c'est vraiment une mentalité, mettons que tu es une maître de jeu ou un maître de jeu comme moi, là, puis tu te dis je suis vraiment nul pour mettre de la musique, mais j'ai goût que ce soit simple et que ce soit intéressant. Eh bien, Pocket Bard c'est vraiment une application, je pense qu'on peut même pas l'avoir sur notre ordinateur. Okay. C'est vraiment fait pour une partie où est-ce qu'on est en personne et on peut, grâce à l'application, soit sur l'ordinateur, soit sur une tablette, on choisit l'ambiance musicale qu'on veut. Admettons grotte. Là, tu as 2 choix. Tu as musique d'exploration et musique de combat. Exploration, vraiment de l'ambiance, et pour le combat, donc vraiment quand à ce moment-là, il y a de l'action. Et on peut gérer l'intensité. Donc si tu mets une plus basse intensité pour exploration, ça va vraiment être plus doux. Et si on met plus l'intensité, ça va l'air d'autant plus mystérieux ou grandiose, dépendant. Ça, c'est super intéressant parce qu'on peut jouer puis d'avoir une même ambiance, puis ça a vraiment l'air d'être une longue partie. Donc ça, c'est simple. Et passer d'un à l'autre, c'est extrêmement simple aussi. C'est un Python. Puis tu as quelques effets sonores où est-ce que tu pèses sur ces effets-là qui peuvent s'ajouter. Certains à long terme, comme par exemple un effet de météo, ou encore certains plus courts, comme un coup de poing. Okay. Très, très simple. Avec un doigt, on programme ça. Et on peut avoir accès. On a 17 ambiances musicales qui sont gratuites, d'ailleurs. Donc, accessible, c'est pour de la musique fantasy. Pour ce qui est de Syrinscape, a aussi une version gratuite, donc plusieurs échantillons. Donc, pour ça, ça a l'air d'être égal. Mais Syrinscape, c'est les options name it. Tu mets ça sur ton ordinateur, tu peux l'avoir en web, tu peux l'avoir dans une application, tu peux l'avoir sur ton cellulaire, sur une tablette et gérer ça. Et tu peux prédéfinir avec toutes les options que tu as. Collection. Pardon? Tu peux prédéfinir des collections.
Tu peux prédéfinir, je dirais, une scène ou multiples scènes dans un même setting. Donc, tu peux déjà faire beaucoup de presets. Tu as des musiques incroyables, donc vraiment de très bonne qualité. Tu as plein d'effets sonores. Tu peux mettre une musique puis une autre musique qui embarque. Écoute, tu pourrais faire un scénario avec ça. Tu entends des troupes marcher, puis des gens, les soldats qui parlent. Puis là, soudainement, tu entends des cris. Puis là, la musique monte. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, tu pars un effet de combat, des personnes qui se battent entre eux. Puis là, au fur et à mesure, tu mets plus de musique pour rendre ça plus intense. Puis ensuite, tu t'arrêtes la musique que tu avais puis t'en mets une joyeuse pour justement célébrer. Le combat se passe bien. Puis ensuite, tout le monde se réjouit lorsque le combat finit et qui sont victorieux. Tu pourrais monter une histoire musicale avec ça. Mais il y a tellement d'options là, que quand ça commence, ça en jette plein la vue, mais c'est beaucoup. On est loin de la petite application qui a deux, trois boutons, puis déjà, t'es seté. Là, t'as vraiment... Il faut que tu investisses plus de temps. Si t'es une personne qui aime investir du temps, je pense que tu peux en tirer plus. Si t'es déjà quelqu'un de très habile avec les effets musicaux, tu as déjà des bonnes idées quand t'entends des musiques, tu vois du potentiel. Sirenscape a l'air très intéressant. Tandis que Pocket Bard, si t'es comme moi, puis tu te dis je veux juste avoir un petit peu de musique, là, et je veux que ça soit simple, puis je veux avoir peut-être une ambiance qui me ressemble, mais que j'avais pas besoin de chercher longtemps. À ce moment-là, c'est cette option-là que je vois qui semble plus intéressante. Ça coûte combien, ça? Ah, la question qui tue. Alors, les deux versions dont j'ai parlé ont un certain nombre de musiques d'ambiance gratuites. Je dirais qu'à date, Pocket Bard me semble plus intéressante parce que quand tu as une ambiance, tu peux vraiment varier l'intensité, autant pour l'exploration que pour le combat. Pour Sirenscape, j'ai regardé ce qui vient de base. Je pense qu'on a accès un petit peu... Ça me semblait un peu moins, mais je pourrais... on va dire plutôt ça. Ça a l'air d'être relativement égal ce qu'il y a de contenant gratuit l'un avec l'autre. Mais si on veut payer, alors là, si on va avec du mois par mois, c'est 10$ pour Pocket Bard et c'est plus, je crois, j'ai-tu bien ça, 16$ pour Sirenscape. Et excuse-moi, pour Pocket Bard, il y a moyen d'avoir un deal annuel où est-ce que ça revient à 6$ par mois. Il n'y a pas le même genre de deal vraiment pour Sirenscape, mais on peut prendre des plus petites options. Donc, si on ne veut pas tout le matériel, on pourrait prendre juste des musiques de Donjon Dragon, par exemple. Juste des donjons de Pathfinder ou juste du sci-fi, puis là, ça viendrait à 10$ par mois. Mais je pense que je payais aux 3 mois pour Sirenscape dans le temps. Y a-tu encore ça? C'est rendu aux 2 mois. OK. Et j'ai mis le montant par mois. Puis donc, c'est $40 canadiens. Oui. Ce que je me souviens, c'est quand tu payes par mois, ils sortent des trames à tous les mois. Puis quand si tu es abonné pendant ce mois-là, tu peux utiliser la track après Vitam Aeternam. Elle devient dans ton package, dans le fond. Fait que tant si longtemps que tu es abonné, ils développent des nouvelles. Puis eux autres, ils marchent par thème. Fait que, mettons, il y a une campagne qui sort, ils vont sortir des musiques en lien avec cette campagne-là. Puis après ça. C'est très intéressant. Après ça, tu la gardes. Fait qu'elle fait partie de tes chansons. Très intéressant, c'est un investissement finalement. Alors que dans Pocket Bard, je pense qu'il n'y a pas ça. OK. Faudrait peut-être que je vérifie. Il faudrait aussi regarder si c'est encore le cas pour Sirenscape. Ouais, j'ai peut-être arrêté il y a 1 an de cet abonnement-là, mais je l'ai eu pendant comme 2-3 ans, fait que j'ai vraiment... J'en ai un tapon. Puis c'est un peu ça le problème, là, c'est qu'à m'amener ça... C'est ça, hein? Ça suit plus, là. C'est ça. Après un certain nombre. Tu sais que... il y a un nouveau dans le domaine. Je sais pas si c'est si nouveau que ça, mais moi, je l'ai entendu parler par Travis Savoie. C'est celui qu'on a
Notre premier épisode de Toujours tout flamme, c'est une interview avec Travis Savoie. Exact. Puis, vous pouvez l'écouter, il était super intéressant. Puis, c'est encore d'actualité, ce qu'on avait dit, à l'exception d'une chose. Dans ce qu'il parlait, d'un développement d'une application qu'il allait faire qui s'appellerait, je me rappelle plus quoi. SoundSquare. Et maintenant, à la place, il est collaborateur pour Opus de Describe. Ce qui est intéressant, c'est que Describe, c'est ontarien. En tout cas, le domaine est enregistré en Ontario. Ça fait partie des trucs de Michael Gelfi, qui lui est belge, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. En tout cas, il est dans ce coin-là. Ceux-là qui disent 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. C'est ça, dans le fond. Écoute, ça coûte à peu près... là, présentement, j'ai pris la totale, là, mais généralement, c'est peut-être 11$ par mois à peu près pour juste la musique. Ouais. 8, c'est annuel. Ça que je regarde en ce moment. Là. Mais c'est ça, sauf que ce qui est le fun, c'est qu'il y a les chansons de Travis, qui lui est un Québécois, fait que t'es pas donc, toutes. Si c'est inscrit en Ontario, ouais. Donc c'est canadien, on encourage canadien quand on prend... Il y a une partie que oui, c'est sûr. Opus Describe, donc c'est une troisième alternative. Je pense que ça donne beaucoup d'éléments pour nos auditeurs. On va mettre tous les liens en bas dans la description de l'épisode. On avait un peu parlé rapidement de ce sujet-là. Et là, je sais qu'on s'était dit, on va en reparler une autre fois, mais là, ce serait le bon temps pour en parler. C'est Daggerheart. Daggerheart, qu'on entend tout le temps mentionner, Daggerheart. Qui est le jeu qui a été créé par l'équipe de Critical Role. Comment il s'appelle? Darrington Press? Darrington Press. Mais écoute, moi je l'ai pas encore acheté, ce qui est rare de mon côté. Là, tu peux pas l'acheter encore, Ludo. C'est pas encore sorti, ça sort le 20 mai, fait qu'il est pas trop tard. Tu peux le précommander, par exemple. OK. C'est sur quand? Je dois avouer, ça sort le 20 mai. Mais c'est bientôt. C'est bientôt. C'est ça. Et pour les personnes qui voudraient avoir une idée dans quoi ils s'embarqueraient avant de l'acheter, il y a un bêta accessible complètement gratuit. La version 1.5, c'est possible de la télécharger. C'est aussi possible de regarder l'équipe de Critical Role faire des parties sur YouTube. Vous faites Daggerheart, vous pourrez regarder des parties. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes, à ce moment-là, d'autres streamers, dont les terres d'Obsidia, qui ont une campagne qui est à ce moment-là une équipe québécoise, qui font une campagne de Daggerheart. Donc, c'est possible de voir des exemples si c'est quelque chose qui t'intéresse. OK. Mais mettons vite de même. C'est quoi qu'il y a d'intéressant dans ce système-là? Là? Qu'est-ce qui fait que ce système-là, il vaut la peine d'être exploré? Là? OK. Qu'est-ce qui vaut la peine? Ben déjà, en termes de système, ça fait très novateur. Okay. On a eu beaucoup d'itérations de jeux. Et là, on est dans un jeu où est-ce que ils vont créer un système. C'est ça que l'équipe de Critical Role disait. Ils créent un système qui ressemble à la façon dont ils veulent jouer. Donc, déjà, ils ont quelque chose en tête. Mais il y a aussi des règles modernes pour un jeu plus fluide ou des mécaniques plus gagnantes, si on veut. Et ils ont testé ces mécaniques-là, ils ont eu des rétroactions, puis ils ont changé ce qui pouvait représenter comme une lourdeur ou qui n'apportait pas de plaisir, puis ils ont mis de l'avant qu'est-ce qui était gagnant. Je dirais qu'une des choses que j'adore, c'est le fait qu'il y a des cartes pour jouer. Donc, toutes les habiletés, ou presque, du jeu. Donc, toutes les habiletés qui ne sont pas des habiletés de ta classe, qui sont sur ta fiche, sont sur des cartes. Puis là, je dis toutes les habiletés. Donc, si tu décides de prendre une lignée, ou je pense que c'est Ancestry dans Daggerheart, par exemple, si tu veux jouer une personne grenouille, un Ribbit, tu as une carte Ribbit, tu vois un beau dessin du Ribbit, et tu as deux habiletés, je crois, à ce moment-là, par Ancestry. Tu
peux, si ensuite tu choisis de quelle communauté tu viens, est-ce que tu étais un voyageur ou tu étais plus quelqu'un qui venait d'une cité très ordonnée? Là, tu as d'autres bénéfices à ce moment-là. Tu as une sous-classe déjà en partant, ou est-ce que tu as d'autres habiletés? Et enfin, tu as des cartes de style domaine que tu peux avoir en nombre limité, donc juste 5 pour ceux-là. Puis au fur et à mesure que tu montes de niveau dans ta classe, tu peux gagner des cartes de domaine. Donc, tu as l'impression de te faire un deck quasiment. Okay. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, je pense que j'aurais poussé ça davantage. J'aurais fait que les items qu'on gagne, c'est des cartes aussi. Comme ça, tu peux vraiment comme tout avoir ça, puis tout est visuel. Mais il y a déjà un bon côté comme ça fait vraiment très intéressant. T'as tout devant toi. Puis pour les joueurs débutants, je trouve ça gagnant. Parce que là, ils arrivent, puis ils voient tout, qu'est-ce qui est possible de faire. Ça se veut beaucoup plus simple. Il y a de la flexibilité d'interprétation. Donc, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Il y a des personnes qui aiment que c'est très rigide, ça dit qu'est-ce que ça fait, puis il n'y a pas moyen d'interpréter ça différemment. Il y a des personnes qui aiment quand il y a la flexibilité, puis là, on peut dire c'est le maître de jeu qui tranche son interprétation, ou les joueurs peuvent s'essayer de négocier comme justement les habiletés. Ça ressemble beaucoup plus à mes parties personnellement d'Aggard que, admettons, quelque chose d'un peu plus rigide comme Donjon Dragon ou Pathfinder qui souvent nous force dans un... Il y a tellement... Tout est décrit qu'on dirait qu'on est un petit peu plus pris dans ces règles-là. Donc, c'est beaucoup plus invitant pour, justement, avoir une certaine flexibilité. Donc, c'est un jeu qui n'essaie pas de plaire à tous. Des fois, j'ai l'impression que Donjon Dragon essaye d'être le seul jeu de rôle qui existe, qui convient à tous les styles de jeu. Je suis contre ça. En essayant de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Ouais. Mais tu sais, tu peux-tu jouer avec des figurines ou pas vraiment? Ben oui, tu peux jouer avec des figurines. T'as des distances qui sont plus approximatives, mais ensuite, ils les convertissent en pieds si jamais les personnes veulent jouer avec des pieds. Puis, à la place de dire tu bouges de 30 pieds, ils vont dire tu bouges de 6 cases. Non, ils vont dire... Ouais, ben... En tout cas, ils vont pas utiliser le nombre de cases. Non, ça, je m'excuse, ça, c'est Draw Steel. Ils vont dire... pour le déplacement, c'est intéressant, parce que tu as un déplacement où est-ce que tu peux prévoir... qui est à peu près le 30 pieds habituel pour tout le monde. Mais si tu veux être capable de courir à travers un champ de bataille puis te rendre à une certaine distance, puis avec du terrain, avec une certaine difficulté, à ce moment-là, tu vas avoir une échelle pour c'est quel roulement que tu dois faire d'agility pour voir si tu réussis à te rendre dans ton tour malgré tous les obstacles, ou si le fait qu'avec quelqu'un dans le battlefield, tu peux pas te rendre là, peut-être qu'il va falloir que tu te combattes contre cette personne-là. Donc, ça donne beaucoup d'importance à une statistique, à un trait qui s'appelle l'agility. OK. Mais ça se veut... Pour les personnes qui sont plus Theater of the Mind, c'est bon. Pour les personnes qui sont cartes approximatives, c'est bien. Pour les personnes qui sont très, très, très précis, ça se joue. Mais c'est un petit peu moins comme ça. Je trouve ça... Okay. Je trouve que pour cartes, avec un peu de flexibilité, très bon. Y a-t-il des caractéristiques qui sont particulières pour Daggerheart? Oui. Donc, donc Daggerheart, c'est beaucoup plus un style narratif. Ça se veut narratif. Ça se veut que, par exemple, il n'y a pas de tour dans un combat. Okay. Vraiment, tu racontes une histoire. C'est comme si on avait un focus sur la personne dont qui c'est le tour. Tu pourrais faire ton tour 2 fois d'affilée si tout le monde dans ton groupe s'entendent et disent oui, c'est vrai, tu devrais y aller 2 fois d'affilée. Tu peux, tant que tu réussis tes actions, c'est pas autour du maître de jeu, à moins de certaines exceptions, mais donc tant que ça va bien, ça roule. Déjà, tu as 2 dés que tu roules, un qui représente la peur et l'autre qui représente l'espoir. Et dépendamment de est-ce que tu réussis ou tu échoues l'action, puis est-ce que tu l'as réussi avec espoir ou si tu l'as reçu avec peur, les résultats vont être différents. Donc, il va y avoir des petites interprétations là. Et si jamais on roule avec espoir, ça donne une ressource au joueur qui permet d'utiliser certaines habiletés. Mais si on roule avec peur, ça donne des ressources au maître de jeu. Okay. Tu peux utiliser pour augmenter le niveau de difficulté ou faire certaines habiletés de ces monstres ou juste
Moi, j'aime collectionner mes jetons de peur, que justement, ça commence à inquiéter mes joueurs, puis j'ai fait exprès, là, j'ai pris des crânes pour que j'empile les uns, puis là, je fais des petites forteresses avec mes crânes, là, parce que tant que je les utilise pas, je les collectionne, puis là, je pourrais décider de rajouter des ennemis en payant X points de fear, puis soudainement, il y a du renfort. Il y a une complication, je pourrais faire qu'une personne échappe son épée, je pourrais faire, là, je décide d'agir, même si normalement, ça serait pas à mon tour. Donc, ça rajoute... Ça rajoute un espèce de pouvoir discrétionnaire au maître de jeu qui aurait normalement, mais ça le balise en même temps sans être trop compliqué. Donc ça, j'aime parce que, écoute, t'amènes quelque chose de bon, par contre, quand tu dis trop compliqué, je me rappelle d'autres systèmes un peu comme Genesis, qu'il faut que tu gères beaucoup la façon que tes jets, dans le fond, sont-tu positifs, sont-ils négatifs, y a-tu des... Puis je sais que ça prenait beaucoup de poids sur le maître de jeu, parce que des fois, les joueurs, ils ont pas le goût de tout expliquer leur action. Là. Ça dépend avec qui tu joues, là, mais... Ben, là... C'est un bon point. Est-ce que c'est compliqué? Donc, je dirais que Daggerheart, c'est facile d'embarquer. Okay. C'est un peu moins long que Donjon Dragon, construire un héros. Je dirais que les règles sont un petit peu moins ardues, mais c'est pas non plus... Il y a certaines personnes qui penseraient que ce serait très, très léger dans les règles. Non, il y a beaucoup de règles qui existent. OK. Je dirais que c'est simple, sont plus intuitifs, sont plus flexibles, mais il y a beaucoup de règles. Le maître de jeu doit s'asseoir, puis regarder, puis lire, puis apprendre à jouer. Je l'invite d'ailleurs à regarder des parties. Mais je trouve ça moins lourd de rouler une game de Daggerheart que de rouler une game de Donjon Dragon. Et j'ai beaucoup plus d'expérience avec Donjon Dragon. Tu sais, j'ai du matériel. Préparer une partie, un bloc d'un NPC ou d'un monstre, c'est très simple. En général, tu as une difficulté à vaincre, peu importe ce que tu fais avec ce personnage-là. Et selon, il peut avoir d'autres spécialités qui augmentent justement cette difficulté-là. Donc, il n'y a pas... c'est très facile de créer des difficultés pour des actions contre des NPC ou des monstres à ce moment-là. Puis les blocs de monstres sont simples, tu n'as pas besoin d'aller voir nulle part ailleurs. Tout est expliqué dans cette section-là. Un stat bloc de monstres beaucoup plus intéressant dans Daggerheart que dans Donjons et Dragons, et j'ai pas l'impression qu'il y en a moins. J'ai l'impression que ça offre beaucoup. OK. Mais justement, tu sais, si tu regardes les forces et faiblesses du jeu, tu vois ça comment? OK. Donc, les forces du jeu, je dirais que... Ben j'ai... pour les forces, je dirais l'espoir et la peur, les résultats un petit peu plus différents, comme qu'est-ce que j'avais parlé, c'est quelque chose qui est très, très agréable. Les cartes qu'on peut jouer, c'est quelque chose qui est intéressant. Les faiblesses, c'est qu'il y a un certain bout qui est crunchy et je trouve que c'est un peu long pour rien. Donc, il y a de plus en plus les jeux, je vais m'expliquer. De plus en plus les jeux s'en vont vers une certaine simplicité pour quand on fait une action. Par exemple, tu as beaucoup de jeux, puis on va prendre, admettons, Draw Steel, mais je crois qu'il y a d'autres systèmes qui font ça. Si tu attaques, tu fais automatiquement du dégât. Okay. La question, c'est à quel point tu en fais. Fait que tu fais un jet de dés, puis, dépendamment de ton résultat, tu connais ton impact. L'impact varie. Daggerheart, donc il y a un jet pour d'abord voir si on touche, un peu comme la classe armure de Donjon Dragon. Ensuite, il y a des roulements pour savoir combien de dégâts on fait. Donc, un petit peu plus simple que Donjon Dragon à ce moment-là, mais quand même. Donc, il y a un deuxième roulement qu'on fait. Puis ensuite, il faut convertir ce résultat-là pour savoir combien de points de vie tu perds ou que l'adversaire perd. Et après ça, tu peux mettre de l'armure pour réduire ce dégât-là. Okay. Donc là, soudainement, une attaque, c'est comme plusieurs étapes. Puis je pense que ça, c'est une espèce de faiblesse. Ça peut être intéressant quand tu aimes jouer avec les chiffres et les mécaniques puis voir comment tu peux rentabiliser ton personnage. Tu sais,
comment on dit ça quand les règles sont chunky, là? C'est... Ben, je peux pas dire lourd, là. Ben, il y a lourd, mais il y a des personnes qui aiment ça quand c'est plus... Il y a plus de matériel. Personnellement, j'aime plus ça quand c'est simple, quand ça a de l'impact, mais que c'est simple. Donc ça, je dirais que c'est un inconvénient. Yeah. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Une autre des caractères, finalement, un petit peu comme point final, quand tu commences Daggerheart, t'es un héros. Ton personnage est très efficace dans ce qu'il fait. Il a déjà beaucoup d'habiletés. Ça y prend. Il est capable d'encaisser plusieurs coups avant de périr. Et il y a seulement 10 niveaux comparativement à Donjon Dragon, mais tu commences déjà fort. Donc ça, c'est aussi une chose à considérer. Pas mal ça? Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Si jamais il y a des personnes, on va mettre dans la description de l'épisode, nous allons mettre le lien si jamais des personnes veulent aller chercher le bêta ou encore précommander. Et ça va être ça pour l'instant. Moi, je trouve ça, sincèrement, je trouve ça intéressant. Je suis intrigué par les cartes. J'ai hâte de voir. C'est étrangement ce genre de jeu que j'aimerais qu'il soit traduit en français. À cause s'il y a beaucoup de cartes, puis beaucoup de ci, beaucoup de ça, là. OK. Je suis comme... Avec le monde que je joue, ça peut être plus compliqué, là, que je comprends. Sur une feuille, là. J'avais une joueuse nouvelle qui connaissait moins, qui était moins à l'aise avec l'anglais. Puis j'ai ressenti cette lourdeur-là. Ça aurait été le fun d'avoir. Puis je suis pas sûr que ça va venir rapidement. On s'entend que Daring Press, c'est une compagnie californienne. Oui. Qui sont pas de la taille de Donjon Dragon. Ça pourrait prendre plus de temps, voire peut-être selon le succès, il n'y en aura jamais. Les compagnies françaises, s'ils veulent le poignet, ils l'ont fait pour d'autres jeux. C'est vrai. Black Book, c'est vrai. Ils peuvent le ramasser et dire on va le traduire. Là. La gang qui font... Mais ça va dépendre de la popularité. Exact. Mais souvent, eux autres, les Français, ils font des genres de Kickstarter. Puis là, ils disent si on réussit à ramasser tant, on le sort. Fait que peut-être qu'ils vont faire le même principe. Là. OK. On a sorti beaucoup. Sinon, il y a encore un truc de Donjon Dragon qui est sorti. C'est pas qu'il est sorti, je pense. C'est quelque chose qui va sortir. Si je pense que... Exact. Mais ça a l'air que ça va être le meilleur starter sexe fait de tous les mondes. On m'a dit que c'était le meilleur, puis ça a l'air que si on joue, on devient les meilleurs. Puis pour Donjon Dragon, en tout cas, ça n'a jamais été vu. C'est la chose la plus nouvelle, la plus merveilleuse qui peut exister. Puis moi, je l'ai essayé, puis en tout cas, je l'ai vu du monde l'essayer, puis ça a l'air que c'est la meilleure chose qui existe. Puis il n'y aura rien de meilleur qui va pouvoir battre ça, jamais. Ça vient des États-Unis. Tu parles du prochain Heroes of the Borderlands. Heroes of the Borderlands. Ouais. Il n'est pas encore sorti, il sort juste cet automne. Fait que je pense pas que tu l'as essayé. Mais moi, je l'ai essayé. Parce que, tu sais, je connais Wizard of the Coast. Puis c'est le meilleur, puis il n'y aura pas mieux, puis il y aura... Non, sans farce. Ça a l'air que c'est un objectif qu'ils se sont donné. Que ce soit le meilleur starter sec de toute l'histoire des jeux de société jamais créés avant Jésus-Christ et après. Donc, Heroes of the Borderlands, on en a parlé rapidement dans notre premier épisode de la saison. C'est le starter set qui va venir avec Donjon Dragon édition 2024. Ils reprennent un des settings, une des campagnes connues de Gary Gygax, qui était A Keep on the Borderland. Donc, justement, pour aller en français, ça serait un fort aux frontières. Mais là, c'est héros aux frontières. Donc, enlever le focus sur le keep, sur le fort,
et le mettre sur les joueurs, les héros. OK? C'est une vision. Je préférais le focus sur le fort. Mais ça a l'air, c'est une mode autant dans les jeux vidéo que de faire que les personnes qui jouent se sentent les héros de cette histoire-là. Ça a du sens. Ça a du sens. Ouais. Pourquoi est-ce que ça serait le meilleur starter set? Je pense que le monde veut l'entendre, cette réponse-là. C'est l'objectif qu'ils se sont donné de faire justement une campagne de début qui est facile, simple, et surtout que c'est facile et simple d'embarquer. Donc, où est-ce qu'on commencerait très rapidement, puis au fur et à mesure que les personnes jouent, ils construisent leur personnage au fur et à mesure qu'ils jouent. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Mais dans leur présentation YouTube, je les ai vus et ils ont été chercher des mécaniques à la Dagger Arts. Ils ont des cartes pour tout. Ouais, beaucoup plus. Puis tu sais, les cartes, je sais pas si tu as déjà vu des cartes de sorts de Donjon Dragon. Moi, je suis extrêmement insatisfaite de ces cartes-là. J'ai vu les nouvelles, ils ont l'air simplifiées puis plus intéressantes. Mais tu as un item magique, tu as une carte pour ça. Je crois que tu as des mini qui viennent avec ça ou des illustrations que tu peux avoir pour les NPC. Donc déjà, tu peux donner une image des personnages au lieu qu'une maître de jeu doit aller chercher les images puis mettre ça sur un écran. Donc on dirait que ça vient avec du matériel très physique et que c'est très accessible et qu'on commence à jouer rapidement parce que c'est ça qui est long avec Donjon Dragon des fois. C'est commencer à faire un personnage, faire que les personnes comprennent, puis là on commence, puis on dirait qu'ils essayent de briser cette espèce de début qui est un petit peu le ça passe ou ça casse. Si tu ne réussis pas à voir les personnes rapidement, ils joueront pas. Ouais. Puis, probablement qu'ils sentent la pression des autres styles de jeu qui embarquent très rapidement, puis ont décidé de faire que leur starter set, à ce moment-là, viendrait soutenir le maître de jeu pour embarquer ses joueurs rapidement. Écoute, j'ai écouté une vidéo un peu de présentation, quelques secondes, là. Je me rappelle plus trop, je pense que c'est un truc d'1 minute, quelque chose. Là. Puis il disait, je pense que l'aventure va pouvoir se dérouler et être différente à chaque fois que tu allais jouer. Là. Mais c'est pas ça justement le jeu de rôle. C'est pas, tu sais, il me semble. Je veux dire, c'est vraiment nouveau. Je sais pas. Ben, j'ai bien hâte de voir. Je veux dire, on peut toujours faire ça, mais des fois, quand on a une campagne, il y a des personnes qui sont tentées. Peut-être qu'ils sont plutôt rigides quand ils roulent. Peut-être que là, ça va être une invitation au maître de jeu d'être plus flexible ou de donner des solutions parce que je vais donner un exemple. Dans Wild Beyond the Witchlight, la campagne, à un certain moment donné, il faut un petit peu, comment dire, faire du blackmail à un des organisateurs du carnaval afin d'obtenir ce qu'on veut. Désolé pour les spoilers. Et ils ont chacun un item magique, mais ils donnent juste une description comment s'en procurer un des deux. Puis ils disent à l'autre, ah non, ça marcherait pas pour telle raison. Donc, allez sur le premier truc qu'on propose. Mes joueurs, toutes mes campagnes, ils ont tous essayé de prendre l'autre item, celui qu'il n'y avait pas dans le livre. Donc, j'ai dû improviser quelque chose. Je suis une maître de jeu assez expérimentée. Alors, moi, j'aimais ça, que mes joueurs me surprennent avec quelque chose avec quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais pour des maîtres de jeu débutants, ben, si on leur dit, si ces scénarios-là, on leur donne un peu de matériel de qu'est-ce qu'ils pourraient faire, puis des idées de comment improviser, ça peut aider. Mais là, c'est de la spéculation. Est-ce qu'ils vont aller avec ça? Parce qu'à date, ils n'étaient pas très forts là-dedans. Non, puis tu sais, j'ai peur que ça fasse quelque chose, mettons, à la Mass Effect, là, dans le sens que t'as comme plusieurs fins, mais en fait, t'as une fin que t'aurais toutes si t'as tout ramassé ce que t'avais besoin de ramasser. Là, si t'as pas tout fait, ben t'as une fin un peu moins bonne. Si t'as tout ramassé, t'as une fin meilleure. Fait que j'ai peur que dans leurs idées de dire la campagne va être différente à chaque fois. Ben, c'est juste
une question de selon ce que les joueurs vont avoir trouvé dans les énigmes, ces choses comme là. Puis sinon, ben, c'est la même affaire. Là, ouais. Puis je crois que Keep of the Borderlands c'était en lien avec où c'était un module, puis il y en avait un autre tout de suite après qui était souvent en lien, qui était The Caves of Chaos ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et que là, les joueurs pouvaient avoir beaucoup de flexibilité où est-ce qu'ils allaient. Donc, plusieurs choix de ces caves-là. Il y en a qui étaient beaucoup trop difficiles pour le niveau des joueurs. Puis que c'était peu... Comment dire, il y avait peu de direction avec ça, mais peut-être qu'ils vont reprendre ce matériel-là, puis dépendamment où est-ce que tu vas, différentes choses se passent. En tout cas, à voir. À voir. À voir. Il y a du matériel, il y a du bon. En plus, il y a le côté nostalgique. On va rechercher un classique de Gary Gygax. Je pense que c'est intéressant. La volonté est là. Très bien. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ça allait être le meilleur. Est-ce que ça sera le meilleur? On va vous tenir au courant cet automne quand on va pouvoir mettre la main sur cette campagne. Ouais. Et pour finir, Flav, est-ce que tu as un hack de la semaine? Oui, puis je pense que tu vas l'aimer, celle-là. Ok, pourquoi que je vais l'aimer? Parce que ça touche une condition de Donjon Dragon que tu détestes. Pas les... Quand t'étourdis un monstre, là, puis que là, il reste étourdi jusqu'à la fin des temps, puis que les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, puis que toi, tu joues pas, là, en tant que maître de jeu, là. Ouais, ou l'inverse. Ah oui, ok, l'inverse, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Oui, non, c'est vrai, quand tu étourdis ton joueur ou quand tu le stun, puis là, il joue pas. Toutes les personnes autour de lui jouent, puis ont du plaisir. Pendant ce temps-là, il rate un jet de sauvegarde, un ou plusieurs d'affilée, puis pendant que les autres font le combat. Et ça peut être long, un combat. Et que là, des fois, je l'ai déjà vu. Un joueur n'a pas joué pendant 1 heure parce qu'il est étourdi ou paralysé. C'est un peu la même chose aussi, paralysé. C'est plate. C'est un peu plate. Ouais. Et je décourage les maîtres de jeu à utiliser ces conditions-là. Vous devriez les éviter ou ou donner des manières aux joueurs d'avoir un contrôle sur ces conditions-là, de pouvoir se libérer de ces conditions-là. Il y a une manière facile qui peut être en plus très gratifiante pour des personnages qui sont plus des guerriers. Tu peux donner une option de te déprendre d'une condition qui est aussi incommodante, mais ça te coûte un certain nombre de points de vie. Alors là, le joueur, tu lui donnes un choix qui peut se libérer, et dépendamment à quel point c'est un ennemi difficile qui donne une condition qui est censée être vraiment incommodante, peut-être que ce nombre de points de vie augmente. Donc peut-être que le guerrier va payer les points de vie, mais que le magicien va y réfléchir, disons, parce qu'il y en a moins. Donc déjà, il y a un choix. C'est peut-être plus intéressant de ce côté-là. Effectivement. Mais pour des maîtres de jeu peut-être plus expérimentés, qui ont un petit peu plus d'habilité d'aller avec les règles puis de changer, de faire du homebrew, à ce moment-là, je conseille de faire que les conditions sont plutôt évolutives, puis que même dans un certain côté théâtral. Je m'explique. Pour quelque chose de progressif, imagine un venin, une créature dont un venin paralysant. Ben, commence pas au premier tour quand la personne a raté son jet à le paralyser. Fait qu'il y a la condition poison, empoisonnement ou poison. Et tu préviens à la personne, mais tu sens que le venin circule dans tes veines, puis tes muscles se tendent, et tu sens que c'est moins en moins facile de bouger. Tellement la personne comprend, peut-être que ça va empirer le poison. Si la personne ne fait rien, le tour d'après, tu lui donnes une autre condition. Ça peut être la condition slow. Justement, la personne a des gros malus. Ou restraint. Tu n'es plus capable de bouger puis tu as des avantages sur tes attaques. Quand on pense à Donjon Dragon. Je les connais moins pour Pathfinder, mais il y a d'autres jeux que c'est relativement semblable. Mais c'est souvent ce principe-là quand il y a souvent une condition moyenne où est-ce que le personnage est moins efficace. Et là, si rien n'est fait,
ou qu'il y a encore un échec de jet, là, au 3e tour, la personne est complètement paralysée. Donc là, il y a des choix qui se font. Il y a plusieurs chances avec des roulements. Puis en plus, c'est un poison. Alors quelqu'un pourrait dire, j'ai un antitoxine, le truc qui ne sert jamais à rien. Ben, je vais l'utiliser pour enlever la condition à mon allié. Et soudainement, ben, il y a du contrôle. Tu sacrifies une action pour ça. Mais là, tu te dis, mais on ne peut pas se permettre que notre guerrier finisse paralysé, par exemple. Qui continue d'échouer ses jets et que ça ne marche pas. Donc ça, c'est une solution. Une autre, ou c'est ce genre de scénario progressif. Une autre idée, c'est d'y aller avec quelque chose de théâtral. Par exemple, un géant qui cramponne, qui attrape à la place de juste faire un stun quand il donne un coup. Fait qu'il attrape un des héros, continue de se battre avec une autre main. Ce héros-là est restrained parce qu'il est tenu par la personne. Grab. Une espèce de grapple, mais en même temps, il bouge avec. Puis à la place de juste faire un grapple, ben, il y a de la difficulté à frapper l'adversaire. Puis là, tu te dis, est-ce que j'essaye de libérer mon ami qui est grappled ou j'essaye de faire mal au bras pour avoir une chance qu'à cause de la douleur, il échappe mon compagnon? Beaucoup plus intéressant, je trouve, que juste je donne un coup, ça stun la personne parce que c'est un gros géant qui a tapé sur quelqu'un et soudainement, la personne ne peut plus agir. Donc, c'est ça que je propose d'aller, comme de faire des hacks quand c'est des conditions comme stun puis paralysie. Toutes des choses qui, à cause d'un jet, empêchent votre joueur de jouer. Ou encore, des conditions qui font, s'ils sont utilisées au sens de la lettre, ça fait que l'adversaire, un ennemi comme un boss, est complètement inutile. Il joue plus. Peut-être de faire que comme c'est un boss, il peut... je sais qu'il y a déjà les résistances légendaires, mais peut-être que il est pas stun, mais la moitié de son corps fonctionne plus, alors il y a des malus de ce côté-là, puis les joueurs peuvent exploiter ça. J'ai moins de conseils, je dirais, pour stun, pour les monstres, je pourrais y réfléchir. J'avais plus réfléchi à un hack pour les joueurs, pour leur permettre de jouer finalement. Parce que, je veux pas, c'est le fun quand tu réussis à stun un ennemi important, là, puis là, tu l'as dans ta main. Là. Les joueurs vont pas s'en plaindre d'habitude. Non. Donc. Non, effectivement. Bon, ben, ça termine cette semaine. Ça a été encore super intéressant. J'ai déjà hâte qu'on parle des choses d'actualité qui vont s'en venir. Oui, puis on a eu d'autres personnes qui nous ont proposé d'autres styles de jeu qui aimeraient peut-être qu'on en parle. Peut-être qu'on va être obligé d'inviter quelqu'un si jamais on veut pouvoir parler de choses dont on est moins au courant. Mais écoute, si toi, tu as d'autres jeux dont tu aimerais parler, moi, j'ai encore des choses dans mes réserves. Il pourrait avoir Drosteel, il pourrait avoir Shadow Dark. Alors, on manque pas de matériel. Il y a le côté français aussi que je suis intéressé de peut-être discuter. Surtout, il y en a un qui est assez connu, qui est Chronique oubliée, mais j'aime bien qu'ils prennent des fois des bandes dessinées puis ils en font des jeux de rôle. Ouais, ils ont pris la bande dessinée Nains et Elfes, puis ils en ont fait des jeux de rôle, qui est une bande dessinée exceptionnelle. Et ils ont pris aussi... c'est quand même assez vieux, là, mais la série 3, c'était... Oui, ça fait... mais c'est ça, ils ont sorti un jeu là-dessus, puis il faut que tu donnes des baffes. Okay, c'est ça. Mais ça vaudrait la peine d'en parler un peu. Kidnappe un Français pour qu'on puisse lui poser des questions sur les jeux de chez lui. C'est comme ça fonctionne, n'est-ce pas? Oui, je pars en avion, puis je te reviens. Excellent. Salut. Salut Ludo. À la prochaine. Bye.